Bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit avec l'étude de la logique. Première définition, une proposition composée est appelée une tautologie si sa valeur de vérité est toujours vraie, et ce, peu importe la valeur de vérité des propositions primitives qui la constituent. Donc quelque chose qui est toujours vrai, ça s'appelle une tautologie. Par exemple, montrer que les propositions suivantes sont des tautologies. En A, on a P disjonction non P, donc c'est une chose ou son contraire. Évidemment, ça c'est quelque chose qui va être toujours vrai, on va le démontrer, c'est un petit calcul. En B, on a négation de P implique que P implique Q. Donc celle-là elle est moins évidente, mais c'est quelque chose qu'on va observer, que ça donne toujours vrai, donc que c'est une tautologie. Donc en A, il faut faire la table de vérité de la proposition composée P disjonction négation de P. Et effectivement, on observe que dans les deux cas, la proposition est vraie. Et donc, il s'agit bel et bien d'une tautologie. Il y a moyen de procéder logiquement aussi pour démontrer ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire P et négation de P ont des valeurs de vérité opposées. Donc, P disjonction négation de P est vrai, et ce, peu importe la valeur de vérité de P. La proposition composée P disjonction négation de P, donc une tautologie. Pour le B, on commence en faisant la table de vérité. Donc j'ai rajouté deux colonnes intermédiaires, une colonne pour la négation de P, ici la troisième colonne, et une colonne pour l'implication. Donc la négation de P, on inverse les valeurs de la première colonne. Donc au lieu d'être vrai, vrai, faux, faux, c'est faux, faux, vrai, vrai. Ensuite, l'implication qui se trouve être la quatrième colonne, ben, on se souvient que cette implication-là, elle est vraie toujours, sauf lorsque P est vrai et Q est faux, c'est-à-dire ici sur la deuxième ligne. Donc ici, elle est fausse, l'implication partout ailleurs, elle est vraie. Ensuite, je dois faire l'implication entre la troisième et la quatrième colonne. Donc ça va être vrai partout, sauf lorsque à gauche c'est vrai et à droite c'est faux. Or, ça ne se produit jamais. Donc, l'implication ici, elle est toujours vraie. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il s'agit d'une tautologie. Une autre façon pour démontrer le B, c'est de procéder logiquement. On commence en se demandant qu'est-ce qui se passe quand l'hypothèse est vraie. Donc, quand l'hypothèse est vraie, ça veut dire non P est vrai, ça signifie que P est faux. Mais si P est faux, alors l'implication est vraie. Autrement dit, quand c'est vrai à gauche, quand l'hypothèse ici est vraie, c'est forcément vrai à droite aussi, la conclusion est vraie. Donc, à chaque fois que c'est vrai à gauche, c'est vrai aussi à droite. Donc, on ne rencontre jamais le cas vrai à gauche et faux à droite. Et donc, ça signifie qu'il s'agit d'une tautologie. Deuxième définition, on parle d'une contradiction quand une proposition composée est toujours fausse. Dans les deux exemples suivants, il faut démontrer qu'on est en présence de contradictions. Donc j'ai en A P conjonction non P. Donc ici, il s'agit de une chose et son contraire. Donc une chose et son contraire, c'est évidemment faux, peu importe de quelle chose il est question. En B, un peu plus compliqué, un peu moins évident, j'ai la biconditionnelle d'une part et d'autre part, j'ai la disjonction exclusive. Il y a moyen de se rendre compte que ça va donner une contradiction puisque le premier, ici à gauche, c'est la biconditionnelle. La biconditionnelle, ça nous dit qu'ils ont la même valeur de vérité, tandis que la disjonction exclusive, ça nous dit que P et Q ont des valeurs de vérité différentes. Donc on ne peut pas avoir des valeurs de vérité qui sont à la fois égales et différentes. Et on va voir ça dans les solutions. Solution en A, donc on fait la table de vérité. La table de vérité est toujours fausse, donc il s'agit bel et bien d'une contradiction. L'autre façon, c'est de procéder logiquement. P et non P ont des valeurs de vérité opposées. Donc, P conjonction non P est fausse
et ce, peu importe la valeur de vérité de P. Et donc, il s'agit d'une contradiction. En B, on peut faire la table de vérité. Comme je vous disais, la biconditionnelle ici, elle est vraie lorsque les deux valeurs de vérité sont les mêmes. Elle est vraie sur la première et la quatrième ligne. Ailleurs, elle est fausse. Tandis que c'est l'inverse ou c'est l'opposé pour la disjonction exclusive. Disjonction exclusive, on se souvient que vrai, ça donne faux. C'est ça qui la distingue de la disjonction. Sur ces deux cas-là, elle donnerait. Et puis sur le dernier cas, elle donne faux. Donc, dernière colonne, il faut faire la conjonction entre la troisième et la quatrième colonne, ce qui donne faux. Ici, ce qui donne faux. Même chose là et là. Comme ça donne toujours faux, il s'agit d'une contradiction. On peut procéder logiquement aussi, comme je vous le disais. La biconditionnelle affirme que les valeurs de vérité sont les mêmes. La disjonction exclusive affirme que les valeurs de vérité sont différentes. Donc, il s'agit d'une contradiction. Prochaine définition. Une proposition composée est appelée une contingence si sa valeur de vérité est parfois vraie, parfois fausse, selon la valeur de vérité des propositions primitives qui la constituent. Prochaine définition, donc ça c'est une définition super importante, c'est la définition de la notion d'équivalence logique. Deux propositions composées, P et Q, sont dites logiquement équivalentes si la biconditionnelle de P et Q est une tautologie. Dans ce cas, on écrit, ça c'est le symbole de l'équivalence logique, on va dire que P est logiquement équivalent à Q. P et Q, ce sont deux façons différentes de dire la même chose. C'est un exemple. Montrer que les paires de propositions suivantes sont des équivalences. J'ai d'une part à gauche la négation de la conjonction de P et Q, et d'autre part à droite la négation de P, négation de Q, donc la disjonction de négation de P et négation de Q. En B, j'ai l'implication à gauche, et à droite, l'autre proposition composée, c'est la négation de P, disjonction Q. On va faire ça d'abord avec la table de vérité. Donc, pour démontrer ça, il faut démontrer que c'est ça, la biconditionnelle est une tautologie, donc ça donne toujours vrai. Donc, on fait la table de vérité du membre de gauche, la négation de la conjonction, la table de vérité du membre de droite, qui est la disjonction entre la négation de P et la négation de Q. Et on aurait pu le remarquer dès cette étape-là, donc sans même passer à la dernière colonne, puisque les deux colonnes que je souligne ici, elles sont les mêmes. Donc, elles sont faux, vrai, vrai, vrai. Donc, c'est la même chose pour la quatrième comme pour la cinquième colonne. Donc, la biconditionnelle va nous donner toujours vrai. Et ça nous indique que les propositions sont logiquement équivalentes. Il y a une façon d'interpréter ça, et c'est de dire ceci. C'est les faux de dire que P et Q sont toutes deux vrais. C'est comme dire ceci. C'est comme dire P est faux ou Q est faux. Donc je répète, c'est les faux de dire que P et Q sont vrais. C'est comme dire que P est faux ou Q est faux. Donc la deuxième méthode, procéder logiquement. La proposition négation de P, disjonction, négation de Q est vraie. Donc ça c'est presque toujours, une disjonction c'est presque toujours vrai, sauf quand tous les opérandes sont fausses. Donc ici, cette disjonction-là est vraie, sauf lorsque P et Q sont vrais. Or, la négation de la conjonction de P et Q est vraie, sauf quand P et Q sont vrais. Donc, ils ont les mêmes valeurs de vérité, donc ils sont logiquement équivalentes. Un peu plus tard, on va nommer cette équivalence-là. Ça va être une équivalence de base qu'on va appeler une des deux lois de De Morgan. Donc, c'est quelque chose qui va revenir. En B, maintenant, pour l'autre équivalence, on peut faire la table de vérité. Donc, j'ai la colonne pour l'implication, P implique Q. On se souvient que c'est vrai partout, sauf lorsque P est vrai et Q est faux.
Tandis que ici, la disjonction, une disjonction c'est facile à satisfaire, ça va être toujours vrai, sauf quand les deux côtés sont faux. Donc les deux côtés sont faux, ça signifie P vrai et Q faux. P vrai et Q faux, c'est la deuxième ligne. Donc il y a seulement sur cette ligne-là où ça va être faux, partout ailleurs ça va être vrai. Fait que ces deux colonnes-là ont les mêmes valeurs de vérité, ce qui veut donc dire que quand on ajoute le symbole biconditionnel, ben ça donne toujours vrai, donc c'est une tautologie, et donc ça signifie qu'il y a équivalence logique. Autrement dit, l'implication P implique Q, ça peut toujours se réécrire à l'aide d'une négation et d'une disjonction. Une autre façon, c'est de procéder logiquement. La proposition d'implication est vraie sauf quand P est vrai et Q est faux. Or, négation de P disjonction Q est vraie sauf quand P est vrai et Q est faux. Donc, elles ont les mêmes valeurs de vérité. Et c'est pourquoi elles sont logiquement équivalentes. Principe de substitution. Donc ça, c'est un principe qui va nous être utile quand on va utiliser des équivalences pour trouver d'autres équivalences. Donc, soit une proposition composée qui contient la proposition primitive P, soit U1, la proposition composée obtenue en remplaçant une occurrence de P dans U par V1. Et U2, la proposition composée obtenue en remplaçant la même occurrence de P dans U par V2, où V1 et V2 sont deux propositions composées. Maintenant, si V1 et V2 sont logiquement équivalentes, alors U1 et U2 sont aussi logiquement équivalentes. Voyons voir comment ça fonctionne dans un exemple. Donc, j'ai une proposition composée U qui est la conjonction entre P et négation de P implique négation de Q implique P. D'autre part, j'ai une autre proposition composée V1 qui est la négation de la conjonction de P et Q. Proposition composée V2, négation de P, disjonction, négation de Q. Alors V1 et V2 sont logiquement équivalents, c'est quelque chose qu'on vient juste de voir. Et donc, en vertu du principe de substitution, ce que je peux faire, je peux prendre l'occurrence de P dans U, donc j'en prends une, et je la substitue d'une part par V1, ça va me donner ceci, et d'autre part par V2. Et bien, en vertu du principe de substitution, j'ai que le membre de gauche ici est logiquement équivalent au membre de droite. OK, on a une liste d'équivalences de base qui sont les propriétés de base qui nous permettent de trouver toutes les équivalences logiques. Je peux les passer avec vous. Donc j'ai P conjonction vraie. Donc le V majuscule en gras comme ça, c'est une tautologie. C'est quelque chose qui est toujours vrai. Donc P conjonction vraie, je peux omettre cette dernière partie-là pour simplifier en P. De même, P disjonction faux, je peux omettre cette partie-là, puis il me reste que P. Ces deux règles-là, on les appelle identités. Deux équivalences suivantes. J'ai P conjonction non P, donc ça c'est une chose et son contraire, c'est évidemment une contradiction. D'une part, d'autre part, une chose ou son contraire, ben ça c'est une tautologie, donc ça donne vrai. Ces deux règles-là, on appelle ça tiers exclu. On appelle ça tiers exclu parce qu'au fond, ces deux propriétés-là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a deux et seulement deux valeurs de vérité qui sont vraies et faux. Donc c'est comme ça la logique booléenne classique, il y a seulement deux valeurs de vérité vraies et faux. Prochaine règle, les règles de commutativité. Donc la conjonction est commutative, la disjonction est commutative. Ensuite, on a les règles d'associativité. Donc j'ai deux conjonctions ici. Je peux mettre les parenthèses sur Q et R d'une part. Je peux les mettre sur P et Q d'autre part. Et ça donne la même table de vérité. Même chose avec la disjonction. J'ai la propriété d'associativité. Prochaine règle, la règle de distributivité. Donc j'ai que P conjonction Q disjonction R. Donc je peux prendre mon P
P conjonction puis le distribuer sur les deux termes. Donc, je vais avoir P conjonction Q d'une part et d'autre part P conjonction R. Et puis, donc, je vais avoir une disjonction entre les deux parenthèses. Même principe ici, mais cette fois-ci, la disjonction et la conjonction sont inversées. Et donc ça me permet de vous d'attirer votre attention sur quelque chose. Vous aurez remarqué que toutes les équivalences de base viennent par paire, sauf celle-ci, qu'on appelle la loi de la double négation, qui affirme que la négation de P, c'est logiquement équivalent à P. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir quand on va parler de la dualité. Pourquoi est-ce que toutes les équivalences de base viennent par paire? C'est parce que il y a un principe de dualité en logique. Il y a beaucoup de dualité en logique. Il y a la dualité entre le vrai et le faux. Mais on peut voir aussi que la conjonction et la disjonction jouent un rôle symétrique l'un par rapport à l'autre. D'autres équivalences de base, donc la négation d'une tautologie d'une contradiction, la négation d'une contradiction d'une tautologie. On appelle ces règles-là les règles de négation. J'ai P disjonction vraie. Donc, dans ce cas-là, si la disjonction est déjà satisfaite parce que j'ai une des opérandes qui est vraie, ben, peu importe la valeur de vérité de P, le résultat va être vrai. Donc, je peux simplifier, je peux canceller le P dans ma proposition. Même chose si j'ai P conjonction faux. Donc, clairement, la conjonction ici va donner faux puisque la deuxième opérande est fausse. Ensuite, les deux lois suivantes, ce sont les lois de De Morgan. J'en avais glissé un mot. Donc, une façon de voir ces deux lois-là, c'est de dire ceci. Quand je distribue ma négation sur les deux propositions P et Q, je change la conjonction ici pour une disjonction. Symétriquement, si je distribue ma négation sur une disjonction, alors cette fois-ci, ben, la disjonction va devenir une conjonction. Les lois d'idempotence maintenant, le fait que P conjonction P donne P, le fait que P disjonction P donne P. On parle d'idempotence, idem ça veut dire même, potence, puissance. C'est un peu comme si je calculais P au carré ici. Donc c'est l'idée de puissance. Et idem, donc ça signifie que ça ne change rien si on calcule la puissance 2. Prochaine règle. L'implication, on en a déjà parlé. P implique Q, c'est logiquement équivalent à négation de P disjonction Q. La biconditionnelle, on ne l'a pas démontré celle-là, mais au fond c'est logique. La biconditionnelle, elle est vraie quand P et Q sont vrais ou quand P et Q sont faux. Donc au fond, c'est ça qu'elle dit, cette équivalence-là, l'équivalence qu'on va appeler double implication. Puis l'équivalence pour la disjonction exclusive. Donc cette opération-là, elle est vraie quand P est vrai et Q est faux, ou lorsque P est faux et Q est vrai. Ok, dans les exemples suivants, on va démontrer les équivalences, mais en servant des équivalences de base. Donc on ne va pas passer par la table de vérité. On va faire un raisonnement logique qui part d'une des deux propositions puis qui se rend à l'autre proposition. Donc c'est quelque chose qui va être un peu plus lisible. Ce qu'on faisait avant avec les tables de vérité, ça fonctionne, ça démontre l'équivalence logique. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que résonne un être humain. Un être humain, ça résonne avec un raisonnement logique qui se déploie de l'hypothèse vers la conclusion. Donc, voyons voir la démonstration. J'ai à droite, j'ai le membre de droite, P implication avec faux. Okay, donc, j'utilise la règle implication qui me dit c'est la négation du premier, disjonction le deuxième.
Donc ça me donne une négation de P, disjonction faux. Ok, ensuite je peux simplifier ceci, disjonction faux, en vertu de la règle identité. Et c'est tout, donc je suis passé d'un côté à l'autre de mon équivalence logique, et donc j'ai terminé la démonstration de l'équivalence en A. En B, juste un petit peu plus compliqué, il faut démontrer que la négation de la biconditionnelle, c'est logiquement équivalent à la disjonction exclusive. Ok, donc on commence par nier la double implication. Donc la double implication, ça se substitue en P et Q ou non P et non Q. Ok, ensuite ce que je fais, je prends ma négation, je la distribue sur les deux parenthèses ici. Donc je la mets en avant de la première parenthèse, en avant de l'autre parenthèse. Vous aurez remarqué que la disjonction ici devient une conjonction. Ça, c'est la loi de Morgan, une des deux lois de Morgan. Ensuite, je vais faire la même chose avec cette négation-là. Je vais la rentrer sur les deux termes dans la parenthèse. Même chose ici. Donc P va devenir non P, Q devient non Q. Ici, non P devient non non P, non Q devient non non Q. Aussi, on voit que la conjonction ici devient une disjonction. Même chose ici, la conjonction ici devient une disjonction. Ça fait partie de la loi de Morgan. Ensuite, je peux simplifier. La double négation, je peux la simplifier, enlever la double négation ici et là. Donc, c'est la loi de double négation. Donc, je me retrouve avec cette étape-là, cette proposition composée-là. Ensuite, je vais utiliser une règle de distributivité. Donc, je vais prendre cette parenthèse-là, je vais la distribuer sur les deux, donc sur P et sur Q. Donc, je vais avoir parenthèse conjonction P, ici, d'une part, et je vais avoir la parenthèse conjonction Q, d'autre part. Maintenant, la disjonction qui était ici entre P et Q, maintenant, elle est ici, entre les deux grandes parenthèses. Okay, ensuite, je vais encore utiliser la distributivité. Donc, conjonction P, je vais le distribuer sur les deux termes, ce qui veut dire que je vais avoir négation de P, conjonction P, et négation de Q, conjonction P. Négation de Q, conjonction P, est là. Et puis, j'ai ma disjonction ici qui est rendue là. Même principe ici, j'effectue la distributivité, j'en arrive à ça. Ok, maintenant, il y a des choses qui vont simplifier. J'ai des formes de contradiction. J'ai P conjonction, en fait, non P conjonction P qui donne une contradiction. Même principe ici, non Q conjonction Q qui donne une contradiction. Ensuite, j'ai faux disjonction quelque chose, je peux le simplifier. Même chose, quelque chose, disjonction faux, je peux le simplifier en vertu de la règle identité. Ensuite, on utilise la commutativité. Donc, le terme P, je l'amène en premier, le terme non Q en deuxième. Ici, ça reste tel quel. Maintenant, sous cette forme-là, on reconnaît la forme de la disjonction exclusive. Et donc, on est arrivé à démontrer l'équivalence logique en utilisant les équivalences de base. Ok, en C, on nous demandait de démontrer que ceci est logiquement équivalent à V, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une tautologie. Donc, on peut faire ça d'abord en appliquant la règle implication. Donc, l'implication, c'est la négation de l'hypothèse, disjonction, la conclusion. Donc, la négation de ceci, disjonction, ça. OK. Maintenant, on peut le réécrire comme quelque chose, disjonction, la négation de cette même chose-là. Donc, ça a la forme d'une tautologie, de la tautologie, si on veut, P, disjonction non P. Et donc, ça, on sait que ça donne vrai en vertu du principe de tiers exclu. Et donc, ça termine la preuve du C. Ensuite, la solution de la question en D. J'ai la négation d'une disjonction ici. Donc, je peux distribuer ma négation sur les deux termes de la disjonction. La disjonction devient une conjonction. Ensuite, j'ai une double négation ici, une double négation là. Donc, on peut laisser tomber ça. Ensuite, j'ai cette expression-là. Maintenant, ici, c'est un peu subtil. Ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser la distributivité, mais à l'envers.
Donc, une espèce de mise en évidence. Donc, je mets en évidence P disjonction, parce que j'ai P disjonction ici et P disjonction là. OK, donc je mets en évidence P disjonction, il va me rester Q d'autre part et non Q d'autre part. C'est un peu plus facile d'y penser du bas vers le haut. Donc, si j'avais à distribuer ça, je dirais d'une part P disjonction Q, ici, ensuite conjonction, P disjonction non Q. P disjonction non Q, c'est exactement ce que j'ai. Donc, j'ai bel et bien l'équivalence entre ces deux lignes-là, en vertu de la règle de distributivité. Suite à ça, ben, je peux constater que ceci est une tautologie, donc en vertu de la règle du tiers exclu. Je peux simplifier ça. Puis ensuite, en vertu de la règle d'identité, je peux simplifier la conjonction vraie et ça me donne P. Prochaine définition. Donc une petite variante sur la notion d'équivalence logique. Soit P et Q deux propositions composées. Si P implique Q est une tautologie, alors on va l'écrire comme ceci, P avec la flèche horizontale double Q. Donc par exemple, on peut montrer que en A, P et P implique Q. Donc ça implique logiquement Q. Similairement ici, on a une implication. Donc on va effectuer les démonstrations. On pourrait faire la démonstration avec des tables de vérité. Cependant, ici, on a fait la démonstration avec les équivalences logiques de base. Donc j'ai P conjonction P implique Q. Ce que je peux commencer par faire, c'est substituer P implique Q, parce qu'on sait que P implique Q est logiquement équivalent à non P disjonction Q. C'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, ce que je peux faire, je peux utiliser la distributivité ici. Donc, je vais avoir P conjonction non P et d'autre part P conjonction Q. OK, ici je reconnais une forme qui donne une contradiction. Une chose et son contraire, ça donne faux. Ce faux-là, je peux complètement l'omettre parce que c'est faux disjonction autre chose. Donc je le laisse tomber, donc je suis rendu là. OK, ensuite je distribue ma négation en vertu de la loi de De Morgan. Donc la conjonction devient une disjonction. Ensuite, j'ai deux disjonctions. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser l'associativité, donc associer ces deux-là. Ça me donne négation de Q, disjonction Q. Ça, c'est une tautologie. Et donc, j'ai négation de P, disjonction, quelque chose qui est vrai. Donc le résultat est vrai. Et donc, cette expression-là est une tautologie. Ce qui veut dire que je peux remplacer cette implication-là dans ce que j'écris. Je peux l'écrire avec une ligne horizontale double. OK, l'exemple en B, il faut démontrer cette implication-là. Donc, je remplace la ligne horizontale double par une ligne horizontale simple. Cette implication-là, je sais que je peux la substituer par la négation du premier, disjonction le deuxième. Donc, c'est ce que je fais. Ensuite, j'utilise la loi de De Morgan. Je vais distribuer ma négation sur les deux termes. Ensuite, je me ramasse avec trois disjonctions. Donc, je peux utiliser la commutativité, le R qui était à la fin, je l'emmène au début. Ce terme-là, je le laisse à sa place. Ce terme-là, je l'envoie à la fin, négation de P en avant-dernière place. Ensuite, j'utilise la loi de De Morgan. Cette négation-là, je la distribue sur les deux termes ici. Ensuite, je vais utiliser la distributivité. Donc, je vais distribuer mon R là-dedans. Ça va me donner ces deux termes-là. Même principe ici, je vais distribuer ma négation de P sur les deux termes. Okay, l'idée, c'est de mettre ensemble négation de P avec P, puis négation de R avec R. Donc, négation de R avec R me donne une tautologie. Même chose ici, négation de P, disjonction P me donne une tautologie. Ces deux tautologies-là, on peut les omettre, on peut les enlever en vertu de la règle identité. Donc, je me ramasse là. Maintenant, j'ai quatre propositions avec trois disjonctions. Donc, je peux
je peux utiliser la commutativité pour mettre Q avec non Q d'une part, non P avec R d'autre part. Donc Q avec non Q, ça me donne une tautologie, c'est vrai. Ensuite, j'ai vrai disjonction quelque chose. Donc en vertu de la règle dominance, le résultat est vrai. OK, ensuite on va s'intéresser à la notion de représentation de fonction de vérité. Donc une fonction de vérité, c'est une fonction qui, étant donné les valeurs de vérité des propositions primitives, P1, P2 jusqu'à Pn, retourne une valeur de vérité vraie ou fausse. Une représentation d'une fonction de vérité à l'aide d'opérateurs logiques donnés consiste à combiner les opérateurs pour former une proposition composée dont la table de vérité est identique à la fonction de vérité. Donc, par exemple, on peut se demander, est-il possible de représenter la fonction de vérité f à l'aide des opérateurs conjonction, disjonction, négation. C'est-à-dire, ici, j'ai ma table de vérité. Okay? J'essaie de voir, est-ce que je peux remplacer, si on veut, f ici par quelque chose qui serait formé des propositions primitives, PQR, possiblement des opérateurs conjonction, disjonction, négation. Donc, avec ces trois opérateurs-là, est-ce que je suis capable de reproduire exactement cette colonne-là? Ça, c'est la question. Et on va voir que oui, il est possible de le faire. Donc, à chaque valeur vraie de f, on associe un terme. Ce terme est constitué de la conjonction des variables primitives, affectée d'une négation si la valeur de la variable est fausse sur cette ligne. Donc, autrement dit, à chaque fois que la fonction est vraie, on va avoir un terme. J'ai mis ça en rouge. Donc, le terme ici, c'est la ligne vrai, vrai, vrai. Donc, la ligne vrai, 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 ça nous donne le terme P, conjonction Q, conjonction R. La ligne vrai, vrai, faux me donne le terme P, conjonction Q, conjonction négation de R. Donc là, on met la négation de R puisque R est faux sur cette ligne-là. Cette ligne-là, ça donne faux, donc je passe à la ligne suivante. J'ai le terme P, conjonction négation de R, conjonction négation de Q, conjonction négation de R, à cause de ça. Ici, donc, je vais avoir, si je me fie à cette ligne-là, négation de P, conjonction Q, conjonction R, similairement ici pour le dernier terme. Ensuite, qu'est-ce que je fais de ces 5 termes-là? Bien, je les assemble ensemble et je les assemble à l'aide de disjonction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme normale disjonctive. Et on peut se rendre compte que ça donne la même chose parce que ce terme-là, au fond, ce qu'il fait, c'est qu'il reproduit exactement le vrai ici. Partout ailleurs, si on regarde ce terme-là, partout ailleurs, il est faux. Donc ce terme-là, il reproduit ce vrai-là, ce terme-là reproduit ce vrai-là, ce terme-là, ce vrai-là, etc. Et ensuite, je les combine avec des disjonctions. Donc, autrement dit, c'est comme si je résumais cette colonne-là en disant, cette colonne-là, elle est fausse partout, sauf lorsque P et Q et R sont vrais, ou lorsque P et Q et non R sont vrais, etc. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à reproduire, j'arrive à représenter cette fonction de vérité-là. Bon, je vous ai dit qu'en logique, il y a beaucoup de dualité. Ben, ça, c'est un autre cas. Il y a une symétrie. Ce qu'on peut faire avec le vrai, on peut le faire aussi avec le faux. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la forme normale conjonctive. Donc, qui est peut-être un peu plus compliqué, bien qu'elle soit symétrique. Donc, chaque terme faux, chaque valeur faux de la fonction va me donner un terme. Cependant, les vrais vont se traduire avec une négation, puis les faux vont se traduire sans négation. Et donc, sur cette ligne-là, je vais avoir négation de P, disjonction Q, disjonction négation de R. Donc, mon terme, il est combiné avec des disjonctions cette fois-ci, contrairement à la solution précédente. Donc, je les combine d'abord avec des disjonctions. Même principe ici, je les combine avec des disjonctions. Puis ensuite, ces trois termes-là, je les combine avec des conjonctions, d'où le nom forme normale conjonctive.
Et donc, ce que j'obtiens ici, ça représente ma fonction f. Autrement dit, ça possède exactement la même table de vérité que f. Ok, exemple suivant, trouver les formes normales conjonctives et disjonctives de f. On a différentes possibilités pour f, l'implication, la double implication, la disjonction exclusive. Donc pour l'implication, j'ai cette table de vérité là. Et donc si je veux trouver la forme normale disjonctive, je vais avoir trois termes, P et Q, donc pour la première ligne, négation de P et Q pour la troisième ligne, négation de P et négation de Q pour la quatrième ligne. La forme normale conjonctive, ça va être beaucoup plus simple. J'ai une seule valeur faux. Donc ici, ça va être négation de P. On se souvient que dans le cas de la forme normale conjonctive, quand je vois un symbole vrai, ça me donne une négation. Donc négation de P, disjonction Q, tout simplement. OK, pour la biconditionnelle, donc la forme normale disjonctive d'abord, cette forme-là, elle est vraie lorsque P et Q sont vrais, donc ça me donne le terme P et Q. D'autre part, j'ai l'autre terme, négation de P et négation de Q. Donc ça me donne ces deux termes-là que j'assemble avec une disjonction, ça me donne la forme normale disjonctive. Pour la forme normale conjonctive, j'utilise les deux autres lignes, celle qui me donne faux. Donc ça va être négation de P disjonction Q, d'une part, et d'autre part, P disjonction négation de Q. Je les assemble avec une conjonction, ça me donne la forme normale conjonctive. La disjonction exclusive, donc pour la forme normale disjonctive, j'utilise les vrais, donc les lignes 2 et 3, ce qui me donne P et non Q, que j'ai mis en deuxième position, mais qui est valide quand même. D'autre part, j'ai aussi ceci, donc négation de P et Q, qui est là. Donc ça, c'est la forme normale disjonctive. Forme normale conjonctive, j'utilise les faux, donc première et quatrième ligne. Donc pour la première ligne, je vais avoir le terme négation de P, disjonction négation de Q, donc il est ici. Et pour la quatrième ligne, je vais avoir tout simplement le terme P disjonction Q qui est là. OK. Maintenant, prochaine notion, la notion de complétude fonctionnelle. Un ensemble d'opérateurs est dit fonctionnellement complet si toute fonction de vérité peut être représentée à l'aide de ces opérateurs. Donc, autrement dit, si je suis capable de combiner mes opérateurs pour former n'importe quoi, donc mon langage, il est complet. Je suis capable de dire tout ce que je pourrais vouloir dire. Donc, par exemple, montrer que cet ensemble-là est fonctionnellement complet, donc il est muni de trois opérateurs, négation, conjonction, disjonction. Et au fond, on y a déjà répondu dans un sens parce qu'on a déjà étudié la forme normale, que ce soit disjonctive ou conjonctive. Donc, soit f une fonction de vérité. Pour représenter f, on peut utiliser la forme normale disjonctive, par exemple. Donc, dans la forme normale disjonctive, on se sert des vrais. Si f n'a pas de valeur vraie, alors on peut utiliser la tautologie P disjonction, négation de P. Donc, on voit que ces symboles-là sont choisis parmi les opérateurs donnés. Donc, ça va nous donner une tautologie, quelque chose qui est toujours vrai comme f. Donc, autrement dit, avec ces trois opérateurs-là, je peux représenter n'importe quelle fonction de vérité. Et donc, ça démontre qu'il est fonctionnellement complet. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on peut faire l'économie de un de ces trois opérateurs-là? Est-ce que je peux faire mieux que ça? Utiliser seulement deux de ces trois opérateurs-là? Puis, il s'avère que oui, je peux utiliser seulement négation et conjonction. Et que ces deux opérateurs-là, à eux deux, sont fonctionnellement complets. Donc, pour démontrer ça, je me base sur le fait que si j'avais la disjonction, je sais que ce serait fonctionnellement complet. Mais la disjonction, je peux la reproduire à l'aide de ces deux symboles.
je peux la reproduire de cette façon-là. J'ai la négation de P conjonction négation de Q. Donc si on y pense avec la loi de Morgan, je vais distribuer la négation sur les deux termes. Je vais avoir la double négation de P qui va me donner P, double négation de Q qui va me donner Q. La conjonction, dans la loi de De Morgan, la conjonction est renversée pour devenir une disjonction. Ok, donc j'ai cette équivalence logique-là, ce qui veut dire qu'une expression formée d'une disjonction, P disjonction Q, une disjonction toute seule, j'ai rien d'autre, je peux la substituer en utilisant des négations puis une conjonction. Donc si je peux substituer toutes les disjonctions, je peux toutes les faire disparaître. Et donc ça signifie que à eux deux, ces deux opérateurs-là sont fonctionnellement complets. Similairement, si je veux, je peux, au lieu d'éliminer la conjonction, je peux éliminer au lieu d'éliminer la disjonction, je peux éliminer la conjonction. Et ça va rester fonctionnellement complet. Donc c'est symétrique. L'idée est la même. On peut utiliser cette équivalence logique-là. Donc ça signifie qu'une conjonction, je peux toujours remplacer ça de cette façon-là. OK, maintenant, l'idée, ça va être d'essayer de faire un peu mieux que deux opérateurs. Puis ça, c'est quelque chose d'un peu surprenant. Il est possible d'avoir un seul opérateur qui soit fonctionnellement complet, mais il faut définir un nouvel opérateur. Le nouvel opérateur qu'on va définir, c'est le non et. En anglais, on l'appelle le NAND. Donc, on le note avec une barre verticale, donc P, non et Q, défini comme étant la négation de la conjonction, c'est le non et. Autrement dit, P, non et Q, c'est la négation de la conjonction de P et Q. On peut montrer que l'ensemble formé d'un seul opérateur, le non et, est fonctionnellement complet. Donc, pour faire ça, il faut démontrer qu'on peut faire négation, conjonction. Ce serait suffisant, mais j'ai fait aussi disjonction. Donc, la négation, je peux prendre P, non et P. Donc, c'est la négation de la conjonction de P avec lui-même. Donc, P avec lui-même, par idempotence, ça reste P, et donc je retrouve négation de P. Ici, c'est la conjonction. Donc, on voit que à gauche et à droite, j'ai deux fois la même chose. Donc, c'est la négation de cette chose-là, en vertu de la première ligne. Maintenant, cette chose-là, c'est la négation du « et ». Donc, si je recopie deux fois, je mets une barre, c'est donc la négation de la négation du « et ». Ce qui veut dire que c'est le « et », c'est la conjonction. Et donc, j'ai cette équivalence-là. Ici, c'est quelque chose de semblable. On peut démontrer qu'on a cette équivalence-là pour former la disjonction. Et donc, ça signifie qu'avec le non et à lui seul, on peut tout représenter, toutes les fonctions du et. Prochain opérateur logique, donc c'est le symétrique du non et, on l'appelle le non ou. En anglais, on l'appelle le nor. On le note avec une flèche vers le bas. C'est défini comme étant la négation de la disjonction de P et Q. On peut montrer qu'à lui seul, l'ensemble formé de seulement le non ou est fonctionnellement complet. Donc, même principe, on peut former une négation, on peut former une conjonction, on peut former une disjonction. Et donc, si je peux faire tout ça, ben, je peux absolument tout faire. Et donc, je démontre de cette façon-là que c'est fonctionnellement complet. Ok, dans l'exemple suivant, on vous demande de démontrer que les ensembles sont fonctionnellement complets. Ok, donc en A, je dois démontrer que l'ensemble constitué de l'implication et de la contradiction est fonctionnellement complet. Donc, premièrement, je peux faire une négation à l'aide de cette expression-là, puisque l'implication ici, je sais que c'est la négation du premier, disjonction le deuxième. Donc, disjonction faux, je peux l'omettre. Il ne me reste plus que la négation du premier, donc ça me donne une négation de P.
OK, ensuite, je peux faire une disjonction. Donc, je me sers du fait que ceci, je sais que c'est la négation de P, je l'ai démontré plus tôt. Et donc, cette implication-là, ça me donne la négation du premier, disjonction le deuxième. Donc, la négation du premier, c'est la négation de la négation de P, c'est-à-dire P. Et puis, il ne me reste plus que la disjonction. Ce qui veut dire qu'avec ces deux opérateurs-là, je peux faire une négation, je peux faire une disjonction. Or, on sait que cet ensemble-là est fonctionnellement complet, donc implication avec la contradiction, c'est fonctionnellement complet. Une autre façon de penser à la première équivalence, c'est de dire ceci. Si la supposition de P entraîne une contradiction, c'est donc que P doit être faux. Okay, en B, on a trois opérateurs. On a conjonction, biconditionnelle, la contradiction, et il faut démontrer que c'est fonctionnellement complet. Comme j'ai déjà la conjonction, il suffit de démontrer qu'on peut faire une contradiction, c'est-à-dire une négation. Donc, P biconditionnel avec F. Donc, si P est vrai, le résultat est faux. Si P est faux, le résultat est vrai. Fait que ça, c'est bel et bien une négation. Donc, c'est logiquement équivalent à une négation. Ce qui veut dire qu'avec ces trois-là, je peux faire évidemment la conjonction et les donner telles quelles, mais je viens de démontrer que je peux faire aussi une négation. Puis ça ici, c'est fonctionnellement complet, donc ça aussi, c'est fonctionnellement complet. Ok, troisième exemple. J'ai conjonction, disjonction exclusive et vrai. Donc, première chose, je peux faire une négation en faisant P disjonction exclusive avec vrai. Donc, pour voir ça, je peux voir les deux cas. Si P est vrai, le résultat de la disjonction exclusive est faux. Et si P est faux, le résultat de la disjonction exclusive est vrai. Donc, c'est bel et bien une négation. Ce qui veut dire qu'avec ces trois opérateurs-là, je peux faire la négation. Je peux évidemment faire la conjonction. Mais négation-conjonction, je sais que c'est fonctionnellement complet. Donc, je sais que ces trois-là sont fonctionnellement complets. Définition 10. Le dual d'une expression constituée des opérations conjonction, disjonction, négation, faux, vrai, ainsi que des variables primitives est formé en interchangeant les opérateurs de conjonction et disjonction, ainsi que les opérateurs donc tautologie et contradiction. L'opération de négation, de même que les variables primitives, reste inchangée. Donc par exemple, si je veux calculer le dual de cette expression-là, donc la négation, ça reste tel quel, la proposition primitive P reste telle quelle, la conjonction devient une disjonction, la disjonction devient une conjonction, etc. Donc en A, ça me donne l'expression duale. En B, donc ici, la disjonction devient une conjonction, la tautologie devient une contradiction, etc. Donc c'est comme ça que je calcule le dual. Donc le dual, ça va être important pour expliquer pourquoi est-ce que les identités de base viennent par paire. Donc il y a deux lois de De Morgan, il y a deux lois de distributivité, il y a deux lois identité, etc. Donc on a vu ça plus tôt. Maintenant, avec cette notion-là de dualité, on essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles viennent toutes par paire, puis pourquoi est-ce qu'il y en a une qui ne vient pas avec une autre, c'est la loi de la double négation. Théorème, soit f de P1, P2 jusqu'à Pn, une expression constituée des opérateurs, conjonction, disjonction, négation, vrai, faux, ainsi que des variables primitives P1 jusqu'à Pn. Alors fd, donc l'expression duale, c'est logiquement équivalent à ceci. Donc on avait déjà remarqué, ou enfin vous avez peut-être déjà remarqué que la négation, ça ressemble au dual. Ça ressemble au dual, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça ressemble parce que, effectivement, la négation, ça transforme le vrai en faux, le faux en vrai. Ça transforme via la loi de De Morgan les conjonctions en disjonction et inversement. Cependant, la négation, ça affecte les variables primitives. Donc, une façon de s'assurer qu'elles ne soient pas affectées, c'est de rajouter des négations sur chacune des variables primitives. Donc,
si on veut coller sur chacune des variables primitives, puis on met une négation de toute cette expression-là, donc à la fin complètement. Et donc, si je distribue cette négation-là, je peux la rentrer avec De Morgan, je peux la rentrer jusqu'aux variables primitives. Ce faisant, je vais changer les conjonctions pour des disjonctions, les disjonctions pour des conjonctions. Les opérateurs de négation ne vont pas être affectés. Je vais changer le vrai pour le faux pour le vrai. Et puis quand je vais rentrer ça jusqu'au niveau de profondeur des propositions primitives, je vais avoir une double négation. Donc, au final, je n'aurai pas changé les variables primitives. Plus généralement, si une expression f de P1, P2 jusqu'à Pn est constituée d'autres opérateurs que, alors on peut trouver son dual avec cette expression-là. Donc on calcule l'expression, mais on rajoute des négations sur les propositions primitives, puis on rajoute une négation à la fin de l'expression. Exemple, trouver l'opérateur dual du nom et à l'aide du théorème précédent. Donc le nom et, donc pour trouver son dual, je dois nier chacune des variables primitives, puis je dois rajouter une négation à la fin de tout ça. Donc le nom et par définition, c'est la négation de la conjonction de nom P et de nom Q. Donc je me ramasse avec une double négation que je peux simplifier. Donc j'ai ceci. Ceci, je peux le réécrire en mettant en évidence la négation. La conjonction devient une disjonction. Donc j'obtiens la négation d'une disjonction, autrement dit la négation d'un ou, c'est-à-dire le nom ou. Donc le dual du nom et, c'est le nom ou. Corollaire au théorème qu'on a énoncé précédemment, si f et g sont logiquement équivalents, alors fd est logiquement équivalent à gd. Donc le dual de f est logiquement équivalent au dual de d. Cette dernière est aussi appelée l'équivalence de dual de f logiquement équivalent à g. Bon, les règles pour le calcul du dual, ce sont un peu des règles récursives. Ça fait un petit peu penser à des règles de dérivation. Donc, si P est une proposition primitive, le calcul du dual de P donne P, le dual de vrai donne faux, de faux donne vrai. Ici, on a la commutation avec la négation. Ici, le dual d'une conjonction, ça nous donne la disjonction des deux duals, etc. Et donc, on peut utiliser ces règles-là aussi pour calculer un dual. Donc, ces règles-là s'étendent au-delà des simples conjonctions-disjonctions. Par exemple, trouver l'équivalence duale à l'aide des règles de calcul. Donc, j'ai trois équivalences. Et donc, à l'aide de la notion de dual, je peux trouver l'équivalence duale. Par exemple, en A, j'ai une des deux lois de De Morgan. Donc, si je cherche l'équivalence duale de ça, je vais calculer le dual de l'expression à gauche, le dual de l'expression à droite. Et donc, ça va me former une nouvelle équivalence, qui va être l'autre règle de De Morgan. Donc, voyons voir ce que ça donne avec les solutions. Donc, je calcule le dual de l'expression à gauche, ça me donne ceci. Le dual de l'expression à droite, ça me donne ça. Donc, je prends ces deux résultats-là, je mets le symbole d'équivalence entre les deux. Et donc, ceci, c'est une nouvelle équivalence que j'ai déduite de l'équivalence initiale. Donc, ce que j'ai trouvé là, c'est l'équivalence duale de la première équivalence, qui est, comme je le disais, l'autre loi de De Morgan. Ok, en B, j'ai l'équivalence qui dit ici P implique Q et Q implique P. Alors c'est logiquement équivalent à la biconditionnelle de P et Q. Donc je calcule le dual de l'un et l'autre. Donc d'abord du membre de gauche, ça me donne cette expression-là. Ensuite le dual du membre de droite, donc ça me donne la disjonction exclusive. Okay, donc cette équivalence-là, si je calcule l'équivalence duale, ça me donne une autre équivalence qui est celle-ci. Ensuite, en C, j'ai l'équivalence entre deux
propositions composées, une à gauche, une à droite. Je commence par calculer l'équivalence de l'expression à gauche. Je trouve ceci. Ensuite, je vais calculer l'équivalent, je vais calculer le dual de l'expression à droite. Donc, l'expression à droite, c'est celle-ci. Donc, je calcule le dual de cette expression-là, j'en arrive à ça. Donc, on voit que les négations sont restées telles quelles, les variables primitives sont restées telles quelles, la conjonction ici est devenue une disjonction, la disjonction ici d'une conjonction, etc. Ok, donc, si je réécris le dual de cette expression-là, c'est ceci, le dual de cette expression-là, c'est ça, et on se rend compte que c'est la même équivalence. Le membre de gauche et le membre de droite ont été interchangés, mais néanmoins, c'est la même équivalence. Donc, dans un cas comme ça, on va dire que l'équivalence initiale, elle est autoduale, puisque son dual, c'est la même équivalence que elle-même. Ok, ben avec cette dernière notion, on a vu assez de matière pour faire toute la section 2. Donc, vous pouvez faire toute cette section-là dans les exercices sur les A. Aussi, avant le prochain cours, ce serait bien si vous faisiez les exercices suivants. Donc ça, c'est ça couvre pas toute la matière qu'on a vue, mais quand même. Donc, premier exercice, démontrer l'équivalence logique. Il faut le faire de deux façons, en utilisant une table de vérité et en utilisant les équivalences de base. Prochain exercice, trouver la forme normale disjonctive et conjonctive de la table de vérité suivante. Prochain exercice, montrer que l'ensemble d'opérateurs donc constitué de la négation puis de l'implication est fonctionnellement complet. Et finalement, trouver l'expression duale de l'expression donnée. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.